J'espère que vous aimez le cinéma, la bagarre et la musique, car aujourd'hui mon récit mélange ces ingrédients. Je reprends donc. Le jour de Noël 1927 vit donc la naissance de mon petit Tao, bébé dans l'Empire céleste, tellement adorable qu'on avait envie de le manger tout cru. Flora, Rocky et Saskia ouvraient de grands yeux émerveillés devant ce petit être, un peu différent d'eux, et ils se l'accaparèrent immédiatement. Son papa, Kwon, avait perdu toute sa réserve asiatique et bétifié devant son fils, le montrant tel un trophée à sa famille qui jubilait. Sous le coup de l'émotion, nous avons tous oublié les rudiments d'espéranto appris 2 jours plus tôt et chacun reparlait dans sa langue natale. Tao eut donc dès son premier jour au monde un petit aperçu de la diversité de ce dernier. J'étais folle de bonheur et je m'aperçus à quel point j'étais gâtée d'avoir tant de gens que j'aimais autour de moi. Même si mon mode de vie n'était pas tout à fait ordinaire, je me fis une fois de plus la promesse d'essayer d'offrir à mes enfants un entourage familial et amical propice à leur développement et à leur bonheur. Et en regardant toutes ces personnes venues des 4 coins de la terre qui riaient ensemble et s'extasiaient sur mon petit Tao, je me dis qu'ils auraient pu tomber plus mal. Tous nos invités restèrent au petit plaisir jusqu'au 1er jour de janvier 1928. Toutefois, les 3 pères de mes enfants, Marmaduke, Sergei et Kwon, décidèrent de prolonger leur séjour jusqu'à la fin du mois de février afin de profiter de leurs enfants respectifs. C'était vraiment ce qu'on appelle des types bien, qui s'entendaient comme larrons en foire et qui anticipèrent même la tristesse de Flora de n'avoir plus de papa en se mettant en 4, à 3, pour l'amuser, la distraire et la câliner. Elle était tout simplement aux anges. Durant cette période, Kwon revint dormir dans mon lit et nous formâmes un cocon protecteur pour notre fils. Kwon me dit qu'il ferait tout son possible pour demeurer plus souvent en France car il voulait profiter de Tao et de moi, même s'il ne pouvait pas quitter définitivement la Chine à cause de son travail et de sa famille. Je lui répondis que de mon côté, même si j'avais une grande attirance pour lui et que je l'aimais beaucoup, je ne brûlais pas d'un amour suffisant pour l'empêcher de trouver un jour une épouse chinoise, prête à accepter qu'il ait un fils ailleurs. L'idée qu'il vienne voir Tao par période me convenait donc parfaitement. Et tant que nous n'étions pas engagés, lui et moi, ailleurs, l'idée qu'il partage ma chambre me convenait aussi. Cette période bénie dura 2 mois, au bout desquels les papas durent tout de même repartir chacun dans leur pays respectif. Le jour de leur départ, les enfants pleuraient à chaudes larmes et j'avais vraiment le cœur à l'envers. Mais tous les 3 donnèrent des dates précises de retour, ce qui atténua un peu la peine de tout le monde. De surcroît, ma chère grand-mère, toujours aussi énergique, eut l'idée, pour remettre de la gaieté au petit plaisir, de donner une grande fête. Je trouvais que nous avions déjà eu 2 mois plus tôt un grand Noël et un accouchement en prix, mais j'avoue qu'avec mes 4 enfants, dont un nourrisson, je ne mourrais pas d'envie d'enfiler une robe en laméor et de danser la rumba. Cependant, je pense qu'Épiphanie aimait tant son château qu'elle avait envie d'y recevoir sans cesse tout ce qu'elle aimait, amis, famille, villageois. Et je crois aussi que ces grandes fêtes qu'elle adorait organiser lui rappelaient celles qu'elle donnait avec mon grand-père. Quelques années auparavant, je l'avais d'ailleurs surprise une fois dans la salle de bal avant que les invités n'arrivent. Elle était seule, face aux immenses porte-fenêtres qui s'ouvraient sur le parc, et elle avait dans les mains un petit cadre dans lequel se trouvait une photo de mon grand-père qu'elle gardait habituellement sur sa table de nuit. Elle avait tourné la photo face au parc et elle parlait à mon grand-père comme s'il était dans la pièce. Elle lui disait « Tu vois, Roch, mon amour, ton parc est toujours aussi beau et ton château toujours aussi splendide. Ce soir, nous donnons une grande fête comme celle que tu aimais tant, et je sais que tu seras avec moi toute la soirée, et que tu riras quand je rirai, et que tu fredonneras avec moi un air qui te plaît, et que tu regarderas Ondine, Zénaïde et les enfants avec autant de joie et de fierté que moi. » Cette déclaration d'amour m'avait bouleversée, et j'étais sortie aussi discrètement que possible de la pièce, afin de ne pas troubler cet instant d'intimité extrême entre ma grand-mère et le fantôme de son mari bien-aimé. La nouvelle grande fête au château fut prévue pour le mois d'avril 1928. Mon petit Tao aurait 4 mois et je me dis qu'avec quelques efforts, la silhouette que j'aurais retrouvée pourrait même se glisser dans une robe fourreau, ce qui me fit monter mon moral en flèche. Épiphanie nous dit que ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas invité nos artistes et que notre fête serait donc essentiellement placée sous le signe des arts. Et c'est ainsi qu'elle nous mit tous sa contribution pour écrire de notre plus belle plume sur des Bristol épais couleur crème les noms des célébrités les plus en vue de l'époque dans tous les domaines. De la chanson au cinéma, en passant par la musique classique, la littérature et la peinture, des centaines de petits cartons d'invitation furent dûment timbrés et expédiés à ces gens pas tout à fait comme les autres que sont les artistes. À cette époque, les grandes soirées étaient innombrables et les mondains richissimes s'amusaient follement en donnant des bals sur les thèmes les plus variés et dans les lieux les plus incongrus. Il fallait donc jongler pour trouver une date à laquelle les invités ne soient pas déjà pris. Ma mère eut l'idée d'inviter aussi tous ceux qui organisaient les fêtes les plus folles, de manière à les neutraliser ce soir-là. Nous invitâmes donc Charles de Bestéguy, ce décorateur et collectionneur fantasque qui avait un sens de l'esthétisme et de la démesure exceptionnelle et qui donnait des soirées inoubliables. Était également sur nos listes la comtesse de Greffule, qui avait servi de modèle à Marcel Proust pour le personnage de la duchesse de Guermantes dans À la recherche du temps perdu et qui était aussi une grande organisatrice de soirées mondaines. Louise de Villemorin, ancienne fiancée d'Antoine de Saint-Exupéry, mariée à un riche américain et grand ami des arts, serait également de la partie, ainsi que bien d'autres personnages dont la principale activité dans la vie était de concevoir des fêtes, encore des fêtes et toujours des fêtes.
En ayant invité les inviteurs, aucun autre grand événement mondain n'eut lieu ce jour-là, et nous eûmes donc une majorité de réponses positives à nos invitations. La fête se présentait sous les meilleurs auspices. Toutes les étoiles du monde des arts seraient présentes, et cela nous enchantait et nous amusait beaucoup. 2 mois de préparatifs ne furent pas de trop, et nous organisâmes avec mon cœur des lumières un petit show d'accueil destiné à mettre de l'ambiance dès le début de la soirée. Comme d'habitude, nous avions engagé de nombreuses jeunes filles du village pour aider Sidonie en cuisine. Quant à Hippolyte, notre majordome, il se chargeait lui-même du recrutement des serveurs sur des critères bien particuliers, laissant la part belle à la plastique de ces messieurs plutôt qu'à leur habileté à porter un plateau. Ce qui avait eu pour effet plusieurs fois d'avoir quelques coupes de champagne glissant malencontreusement des mains d'un jeune Adonis ou quelques cuillères de velouté d'asperges renversées sur les genoux d'une invitée par un bellâtre plus occupé à se regarder dans la glace de la salle à manger que de se concentrer sur la louche qu'il tenait en main, si je puis dire. Dès 20h, les premiers invités arrivèrent et on aurait dit qu'on feuilletait les pages des gazettes mondaines tant les visages connus se succédaient pour gravir les marches du perron. Toutes les grandes vedettes de music-hall étaient présentes. Outre notre adorable Joséphine Baker, qui venait nous voir à chaque fois, défilaient devant nous. Maurice Chevalier, éternel charmeur en grande dispute avec Mistinguett comme d'habitude, Rému, dont le physique si caractéristique donnait une personnalité et un relief formidable à ses personnages, Arletty, qui n'avait pas encore une gueule d'atmosphère, mais déjà la langue bien pendue et un sacré abattage, ou encore Yvette Guilbert, dont les chansons réalistes ne m'en balaient guère, je l'ose dire, mais qui était tout de même une artiste de premier plan. Bien d'autres chansonniers étaient là, ainsi que des musiciens classiques comme Maurice Ravel et Francis Poulenc, des peintres comme Miro et Matisse, et des sculpteurs comme Giacometti et Brancusi. Nous avions également invité des réalisateurs de films, car mon grand-père, toujours lui, avait mis au point avant de mourir un procédé pour protéger la pellicule, et nous étions toujours en relation avec ce milieu. À cette époque, l'art cinématographique n'était pas encore devenu l'industrie florissante qu'il serait plus tard, et le film parlant en était encore à ses balbutiements. En effet, le premier film de ce genre, Le chanteur de jazz avec Al Jolson, était sorti quelques mois auparavant en octobre 27, et il ne faisait pas l'unanimité. Certains disaient que ce genre n'avait pas d'avenir, trouvant que ça n'était plus de l'art et que le fait d'entendre les voix des comédiens enlèverait la part de mystère et de magie des films. Nous avions d'ailleurs ce soir-là au Petit Plaisir 2 réalisateurs avec toute leur équipe qui représentaient les 2 courants. Maurice Tourneur était là avec les comédiens de son futur film muet, L'équipage, et Tony Lequin, lui, avait également amené toute la troupe de son prochain film, Parlant, Madame Récamier. Tous les opposés. Depuis le sujet très noir pour L'équipage, qui racontait un drame d'amour contrarié de combats aériens, ou au contraire plus léger pour Madame Récamier, qui racontait la vie de cette dernière avec Marie-Belle dans le rôle titre et une splendide distribution en costume d'époque. Dès le début de la soirée, malgré l'ambiance festive et l'amusement général, je ne pus m'empêcher de constater que les 2 équipes se regardaient du coin de l'œil d'un air méprisant. Aucun rapprochement n'avait l'air envisageable. Pire que ça, au bout d'un moment, je m'aperçus que les autres invités prenaient part à la discussion animée entre 2 acteurs des distributions adverses, qui vantaient l'un et l'autre respectivement les mérites du parlant ou du muet. Chacun restait sur ses positions et cela commençait à s'envenimer. Les 2 clans étaient physiquement face à face et on avait vraiment l'impression de voir, comme dans Roméo et Juliette, les Capulet et les Montaigu se toiser avant l'attaque. Au bout de 2 heures, notre soirée était un fiasco général. En effet, tous les invités, intrigués, avaient fini par se joindre aux 2 troupes, chacun prenant parti pour l'une ou l'autre. Plus personne ne dansait dans la salle de bal désertée où seul l'orchestre continuait d'enchaîner Charleston, Foxtrot, Tango et Boston, devant un parquet lisse et brillant que nul ne venait plus fouler. Le ton avait tellement monté entre les protagonistes que les serveurs n'osaient plus s'approcher avec les plateaux de petits fours. Épiphanie, maman et moi montâmes sur le grand escalier afin d'avoir une vue d'ensemble. Ce que nous vîmes nous effraya. Sous nos yeux, les 2 groupes ressemblaient à 2 armées, prêtes à s'affronter sur un champ de bataille qui en l'occurrence était notre salon. Mike Mitchell, qui avait épousé ma mère quelque temps auparavant, essaya d'user de sa diplomatie légendaire pour les calmer, mais il ne fut même pas entendu à travers les cris et les insultes des uns et des autres. J'essayai d'attraper Mistinguett, qui après tout était ma marraine et devait pouvoir me donner un petit coup de main. Je lui demandai, en lui hurlant à l'oreille, si elle pourrait chanter une chanson pour calmer l'ambiance, mais elle me répondit en hurlant à son tour qu'il n'en était pas question, car ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas autant amusée. Je remontai donc en haut de l'escalier pour rejoindre ma mère et ma grand-mère et assister impuissante au naufrage de notre grande soirée artistique. Au bout d'un moment, nous en prîmes notre parti. Et nous commençâmes même à nous amuser un peu de voir de notre perchoir tous ces gens en contrebas qui, sans s'en rendre compte, avaient justement l'air de figurants dans un film parlant. C'était assez drôle de voir les attitudes des uns et des autres, bravaches et agressives pour certains, timides et moutonnières pour d'autres. Ma mère, à cet instant précis, me fit remarquer un jeune garçon dans le clan des parlants qui regardait béatement une jeune fille du clan des muets. Ces 2-là semblaient hypnotisés l'un par l'autre et inconscients du tumulte autour d'eux.
J'avais eu le sens de la prémonition en parlant de Roméo et Juliette, et quelques minutes plus tard, cela allait s'avérer hélas bien vrai. Alors que nous nous attendrissions sur les deux tourtereaux, un des techniciens du film muet, qui devait vraisemblablement être le père de la jeune fille, s'aperçut qu'elle a changé les regards avec un jeune homme de la partie adverse, ce qui le mit dans une colère noire. Et comme son esprit était déjà bien échauffé, il se précipita sur le pauvre jeune homme en hurlant « Tu ne regardes pas ma fille comme ça !» Le garçon fila vers la salle à manger au pas de course, poursuivi par le père en colère, lui-même suivi par tout le clan des muets, tandis que le clan des parlants les prenait en chasse à leur tour. Ma grand-mère préféra fermer les yeux lorsque la troupe passa en furie à côté de sa collection de faïences de Delft. Et ma mère alla s'asseoir dans une bergère avec son Mike en attendant que ça passe. Sidonie, mise au courant par les serveurs du pugilat qui se déroulait, était montée de sa cuisine avec 2 de ses fameux soufflets au chocolat qui, en temps normal, auraient calmé une armée napoléonienne. Mais à peine eut-elle mis le pied dans la salle à manger qu'elle fut littéralement torpillée par la horde sauvage qui envoya valser les soufflets. Le premier atterrit sur la tête d'Hippolyte, qui manqua de faire une crise cardiaque, et le second sur le chignon d'une des comédiennes qui ne s'en aperçut même pas. De mon côté, un peu désespéré par la situation, je décidai de monter à la nurserie, voir si ce raffut infernal n'avait pas réveillé les enfants. À peine avais-je grimpé quelques marches que je trouvai Flora et Rocky, ne perdant pas une miette de la bataille rangée et aux anges d'avoir en direct ce spectacle sous les yeux. Au point où nous en étions, je décidai de les laisser en profiter et je me dépêchai d'aller voir Saskia et Tao qui devaient être sous la surveillance de Marie-Antoinette. Saskia, de manière incompréhensible malgré le tapage insupportable qui venait d'en bas, dormait à poing fermé comme une bienheureuse. Mais Marie-Antoinette ne parvenait pas à calmer mon petit Tao qui pleurait à chaudes larmes comme si ce vacarme infernal lui écorchait les oreilles. Nous eûmes beau fermer toutes les portes et le bercer à tour de rôle, je pense que mon petit ange aux yeux bridés avait l'ouïe d'une grande finesse, et rien n'y faisait, il pleurait de plus belle. Quand il y va du bonheur de mes enfants, comme beaucoup de mères, je me transforme en tigresse et rien ne peut m'arrêter. Devant le désarroi de Tao, la rage me saisit. J'attrapai mon bébé pleurant dans les bras, je descendis l'escalier et arrivé au-dessus de la salle à manger, je me mis à hurler avec toute la puissance de ma voix « Stop !» Je ne sais si les assaillants commençaient à fatiguer ou si certains avaient vu le bébé dans mes bras, mais le résultat fut immédiat. Les 2 clans levèrent la tête pour me regarder, puis la baissèrent, penauds, lorsque je leur dis « Non mais vous n'avez pas honte ? Vous vous conduisez comme des voyous alors que vous êtes invités. Vous séparez 2 jeunes gens adorables sous prétexte que vous n'avez pas les mêmes opinions et vous traumatisez un enfant de 4 mois par vos hurlements. Je ne sais pas quoi dire. » Silence général de la meute. Puis dispersion des troupes épuisées qui allèrent s'avachir sur toutes les chaises, fauteuils et autres poufs disponibles, voire même sur le sol pour certains. Le calme était revenu et on voyait que la plupart des combattants prenaient honteusement conscience de leur conduite. Toutefois, si les clans s'étaient calmés, mon petit Tao, lui, ne s'arrêtait pas de pleurer, et comme moi, il avait une sacrée voix. C'est alors que Maurice Ravel se mit au piano. Ce compositeur de génie et homme d'un grand raffinement commença à jouer quelques notes doucement, ce qui arrêta immédiatement les pleurs de Tao. Il improvisait un motif musical répétitif qui semblait hypnotiser mon bébé. Toutefois, dès qu'il développait la mélodie, Tao se remettait à pleurer comme s'il réclamait le motif initial. Ravel finit par le jouer en boucle, ce qui pourrait fait non seulement d'endormir Tao, mais aussi de calmer l'assemblée entière, comme si nous étions tous sous le charme de cette musique. Je retournai coucher mon fils qui dormit parfaitement tout le reste de la nuit. Lorsque je redescendis au salon, la soirée avait repris comme si rien ne s'était passé, les uns conversant avec les autres, les clans s'étant totalement mélangés, et le jeune homme et la jeune fille s'affichant même main dans la main. On ne dira jamais assez effectivement à quel point la musique adoucit les mœurs. Ce fut une soirée douce comme nous n'en avions jamais eu, au cours de laquelle les gens laissèrent tomber les masques et se livrèrent tels qu'ils étaient simplement. À l'aube, tous s'en allèrent, un sourire aux lèvres, en s'excusant encore platement pour le début de la soirée et en nous remerciant du fond du cœur pour cette fête si différente des autres. Dès l'année suivante, le cinéma muet serait abandonné au profit du cinéma parlant, mettant au chômage des milliers de personnes en Europe comme à Hollywood. Des comédiens dont la voix ne collait pas au physique ou des réalisateurs qui ne prirent pas le bon virage au bon moment. Tout un univers disparu et j'en ai souvent éprouvé de la tristesse car il y avait un côté onirique dans le cinéma muet que je n'ai jamais totalement retrouvé dans le cinéma parlant. Avant son départ du château, j'avais infiniment remercié Maurice Ravel pour son intervention miraculeuse. Il m'avait répondu que cela lui avait fait grand plaisir de pouvoir calmer un enfant grâce à sa musique, et que de surcroît, cette mélodie, jouée de manière répétitive et un peu entêtante, lui avait donné une idée. Quelques mois plus tard, la danseuse russe Ida Rubinstein lui commandait une musique de ballet, de style espagnol, sur laquelle elle pourrait danser. Ravel écrivit son boléro, répétitif à l'infini et totalement envoûtant, qui connut l'un des plus grands succès musicaux de tous les temps dans le monde entier. Et à chaque fois que je l'entends, je ne peux m'empêcher de penser à un tout petit garçon que seule cette musique était parvenue à apaiser. Oui, Archie, vous adorez le boléro? Ah oui, moi aussi. Ça vous fait faire une bonne sieste? Oh, Archie! Bon, je vais aller lui parler musique. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.